Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la présentation de la loi de finances 2022 organisée par les experts comptables, les notaires et les organismes de gestion agréés. Nous avons, comme en 2021, prévu des émissions télévisuelles. 4 seront à votre disposition sur les sites internet des organismes qui ont porté ce projet et ce travail, ainsi que toute la documentation relative que vous trouverez également en ligne, bien entendu. Il y aura 4 émissions, une consacrée à la fiscalité des particuliers, une autre au dispositif en faveur des indépendants, la 3e sera consacrée aux relations avec l'administration fiscale, et celle que nous allons traiter à l'instant concerne les mesures relatives aux entreprises. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Corinne Elsace, bonjour, qui est juriste et fiscaliste, et Franck Nafien, qui est expert comptable. Bonjour. Voilà, donc cette présentation sera donc à votre disposition en ligne sur le site des différents partenaires. Et nous commençons par les impôts sur les bénéfices. Franck. Alors, la loi de finances 2022 consacre et finalise cette promesse électorale du candidat de l'époque, qui est notre président actuel, qui était de baisser le taux de l'impôt sur les sociétés pour l'amener à un taux global de 25%. La pente de la baisse avait été un petit peu modifiée en cours de quinquennat du fait de la crise sanitaire, mais nous y arrivons. Et donc, pour les exercices ouverts en 2022, il ne subsistera plus que 2 taux d'impôt sur les sociétés, 15% pour les petites entreprises, dont d'ailleurs le seuil est augmenté, puisque cela concernait jusqu'à présent les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépassait pas 7,63 millions d'euros, et nous en sommes maintenant à 10 millions d'euros, ou qui bénéficient pour leur part d'un taux d'IS à 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfices. Et pour toutes les autres entreprises, ce taux passe à 25%. Alors il y a également du nouveau à propos de l'imputation en cas de carry-back. Le carry-back, le report en arrière du déficit, consiste pour une entreprise qui réalise un déficit à imputer ce déficit non pas sur les revenus bénéfices futurs, mais sur le bénéfice de l'année précédente, ce qui lui permet de créer une créance d'impôt sur les sociétés sur l'État. Il y a des limitations, pour rappel, c'est que ce déficit imputé sur le bénéfice de l'exercice précédent est limité à 1 million d'euros et ne peut pas dépasser, bien sûr, le bénéfice réalisé par l'entreprise l'année précédente. La partie de déficit qui n'est pas imputée est imputée sur les bénéfices, sur le pouvoir payer l'impôt sur les sociétés des 5 années à venir. Jusque-là, pas de changement. Quels sont les changements? C'est dans la notion du bénéfice de cette année N-1. Le déficit ne peut désormais être imputé que sur le seul bénéfice minoré de celui sur lequel a été distribué du dividende, et également minoré des bénéfices qui ont bénéficié de réductions d'impôt ou dont l'impôt correspondant a été payé grâce à des réductions ou à des crédits d'impôt. Donc cela restreint le champ des bénéfices sur lesquels on peut imputer ce déficit. Corinne, il y a des aménagements du dispositif crédit d'impôt recherche. Lesquels? Alors, le crédit d'impôt recherche est retouché sur une mesure parce que corrélativement, il y a mise en place d'une autre mesure. Donc, en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche, en fait, il y a un alignement du traitement des dépenses externalisées auprès d'organismes publics sur les dépenses externalisées auprès d'organismes privés. Elles vont être traitées de la même manière pour l'assiette du crédit d'impôt recherche. Mais corrélativement, il y a mise en place d'un nouveau dispositif fiscal pour maintenir en fait la collaboration avec les organismes publics. C'est en fait le crédit d'impôt collaboration de recherche. Donc c'est un crédit d'impôt qui va concerner en fait les opérations de recherche faites en commun, faites en collaboration entre plusieurs partenaires, dont des organismes publics. Il doit s'agir en fait d'une véritable collaboration avec partage des résultats et partage des risques. Donc on n'est pas sur de la sous-traitance, on est sur de la collaboration. Les organismes publics qui sont éligibles doivent être agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y aura un taux de crédit d'impôt qui sera de 50% pour les PME,
40% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Évidemment, les dépenses ne seront pas cumulables avec le crédit d'impôt recherche, puisqu'on est en fait dans un nouveau crédit d'impôt. Seront concernées en fait les dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Alors, autre évolution, celle qui concerne le crédit d'impôt innovation. Crédit d'impôt innovation, donc là on est sur un crédit d'impôt concernant des dépenses de conception de prototypes, de nouveaux produits, donc des dépenses non éligibles dans le crédit d'impôt recherche qui font l'objet en fait de ce crédit d'impôt spécifique. Il existait déjà, il est simplement un petit peu aménagé pour le mettre en conformité, disons, pour qu'il n'y ait pas de risque de non-conformité avec le droit européen. C'est la raison pour laquelle, en fait, on pouvait inclure dans l'assiette de ce crédit d'impôt un forfait de dépenses de fonctionnement. Ce forfait n'est plus possible, on part maintenant sur des dépenses réelles, mais par contre, en contrepartie, le taux est augmenté, il est porté de 20% à 30% des dépenses. Alors attention, entrée en vigueur 1er janvier 2023. Alors Franck, les jeunes entreprises innovantes voient leurs critères d'âge augmenter. Exactement, les jeunes entreprises ont le droit d'être un petit peu moins jeunes. Mais pour bénéficier de ce critère de jeune entreprise innovante, il y a plusieurs critères à respecter. Tout d'abord, un effectif qui ne peut pas dépasser 250 salariés, un chiffre d'affaires qui doit rester inférieur à 50 millions d'euros, un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'activité doit être nouvelle, ce qui exclut des nouvelles entités qui seraient créées sur la base à partir de restructuration ou de concentration d'entreprises. Il faut qu'elles soient indépendantes au niveau capitalistique et que 50% du capital au moins soit détenu par des personnes physiques. Et il faut qu'elles engagent des dépenses d'innovation qui représentent au moins 15% des dépenses déductibles de l'entreprise. Jusque-là, rien de nouveau. Quel est le changement ? C'est que pour bénéficier de ce statut de jeune entreprise innovante, il fallait jusqu'à présent avoir 8 ans maximum. On peut maintenant aller jusqu'à 11 ans. Donc on peut être effectivement un petit peu moins jeune. N'est pas traité le cas des entreprises qui, à ce jour, ont entre 8 et 11 ans, c'est-à-dire qui étaient exclues du dispositif et qui rentrent de nouveau dans le dispositif. Nous attendons des précisions à ce sujet. Alors, il n'y a pas de loi de finances sans avoir droit à des sigles et des abréviations absolument à mourir de rire ou à coucher dehors. Là, je te laisse le soin de te débrouiller avec les dispositifs des zones prioritaires. Oh ben merci pour le cadeau. C'est effectivement, on va pouvoir réviser un petit peu nos acronymes et nos connaissances en matière d'acronymes et d'abréviations. Ça peut toujours être pratique quand on veut les servir dans un cocktail. Pas tous, certains ça peut ne pas trop marcher. Mais en résumé, nous avons un ensemble d'exonérations liées à des zones géographiques qui sont reconduites et prolongées jusqu'au 31 décembre 2023. On est parti, BER, BUD, ZDP, ZAFR, ZRR, le tout sans respirer. Et je continue, on a encore la ZFU PME et la ZAI PME, tout ceci prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, la facture électronique. La facture électronique, l'électronique, elle ne marche pas si vite que ça et elle prend même du retard. Elle est reportée. Elle est reportée, tout à fait. Raison pour laquelle tout le calendrier est reporté. Ceci, c'est bien sûr lié à des soucis techniques, de mise en œuvre technique de cette facturation électronique. L'obligation générale pour un client d'accepter une facture électronique qui était au 31 décembre 2023 est reportée au 1er juillet 2024. Donc tout le calendrier en est décalé d'autant. Donc l'obligation pour les grandes entreprises d'émettre des factures électriques est reportée au 1er juillet 2024. L'obligation pour les moyennes entreprises d'émettre ces facturations électroniques est reportée au 1er janvier 2025. Et l'obligation pour toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, d'émettre des factures électroniques est quant à elle reportée au 1er janvier 2026. Nous passons maintenant au chapitre consacré à la TVA. Et pour commencer, Franck, la TVA sur la livraison des biens, exigibilité avancée, ça simplifie un peu les choses ? Un petit peu, disons qu'on interprète différemment une directive européenne. En effet, jusqu'à présent, en matière de TVA, on distingue la prestation de service de la livraison de biens. En prestation de service, la TVA est exigible au moment du paiement. En livraison de biens, par contre, jusqu'à présent, la TVA était exigible au moment du transfert de propriété qui correspondait à la livraison du bien, qu'il y ait paiement ou pas, quel que soit le délai de paiement.
La Cour administrative d'appel a jugé que l'on avait, à cet effet, mal interprété l'article 65 de la directive TVA et a émis un avis contraire. Et l'administration a entre-temps adhéré à cet avis et donné des précisions sur la mise en œuvre de ce changement. Quel est le changement ? Lorsqu'il y a un acompte en matière de livraison de biens, l'acompte doit lui-même être assujetti à la TVA. On n'attend pas la livraison et la facturation définitive pour soumettre cet acompte à la TVA. Attention, cela ne concerne que l'acompte. Cela ne change rien sur l'exigibilité de la TVA de la facture finale qui reste exigible au moment de l'émission de cette facture finale. Alors Corinne, à propos d'acronymes qui m'ont fait sourire, j'ai découvert les BUM. Effectivement, on parle de bons à usage multiple. On en avait déjà parlé l'année dernière parce que le régime de TVA avait été revu. Et là, il y a encore un petit aménagement. Alors, pour voir en fait la portée de l'aménagement, il faut se mettre un petit peu dans la logique de ces bons. Il y a en fait une entreprise qu'on va appeler A qui est l'émetteur du bon. Ce bon est acheté par un consommateur. Et il va consommer ce bon auprès d'une entreprise B lui-même, ou bien il va l'offrir à quelqu'un qui va le consommer auprès d'une entreprise B. C'est là où on va avoir une distinction au niveau TVA entre le bon à usage unique, le BU, et le bon à usage multiple, le BUM. Donc le bon à usage unique, c'est, on peut prendre un exemple, le bon cadeau pour une séance d'initiation à la conduite sur circuit. C'est consommé en une seule fois. Lorsque le bon est vendu par l'entreprise A au consommateur, la TVA est exigible dans le cadre de cette vente de bons. Bon à usage unique. Bon à usage multiple, la situation est un peu différente, puisqu'en fait, ce sont des bons qui ne sont pas forcément consommés en une seule fois ou auprès d'un seul prestataire. Par exemple, un chèque cadeau pour un séjour bien-être et loisirs utilisable dans un certain délai de temps, et même dans plusieurs pays. Lorsque le bon est émis, on ne va pas connaître en fait la base d'imposition définitive à la TVA. C'est la raison pour laquelle, en fait, toujours en se mettant dans la logique d'utilisation, lorsque le consommateur va présenter ce bon à l'entreprise prestataire B va ensuite se tourner vers A pour être payé, puisque le bon est utilisé dans le cadre d'un cadeau. Et donc, en fait, la base TVA, la base d'imposition à la TVA, va être en principe la contrepartie versée par l'émetteur du bon à l'entreprise prestataire. Or, il y a des hypothèses où cette contrepartie n'est pas connue. Et donc, la loi de finances est venue préciser qu'en l'absence d'information de cette contrepartie, la base d'imposition va être égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usage multiple ou bien celle fournie dans la documentation correspondante. C'est une mesure d'harmonisation par rapport à la directive TVA. On en prend acte tel que. Alors Franck, la location des locaux nus à usage professionnel, il y a du changement par rapport à la TVA ? Un changement très important. Là, on n'est pas dans la loi de finances, on est plutôt sur un arrêt du Conseil d'État du 9 septembre 2020. État des lieux. Jusqu'à présent, un bailleur pouvait opter à la TVA et assujettir les loyers à la TVA sur tout un immeuble lorsque l'immeuble était occupé pour un usage professionnel à des locaux professionnels. L'option était valable pour tous les locaux de cet immeuble. Le Conseil d'État, le 9 septembre 2020, a dit « Attention, on peut très bien opter à la TVA sur certains locaux dans l'immeuble, mais pas pour tous ». L'administration fiscale a répondu à cette jurisprudence dans une directive réponse ministérielle Gruot du 16 novembre 2021 en fixant notamment les modalités pratiques. Et il est désormais possible, dans un même immeuble, d'avoir des locaux à l'usage professionnel assujettis à TVA et d'autres locaux à usage professionnel non assujettis à TVA. Alors Corinne, on avait déjà parlé de ça également l'an dernier, la TVA à taux réduit sur les biens de protection contre la Covid-19, c'est prolongé. Absolument. On en avait parlé, effectivement, c'était une mesure qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Ça concerne les masques, les produits d'hygiène corporelle, donc en gros les gels, ainsi que les tenues de protection. Et il y a un an, on avait dit, on verra ce qu'il en sera. En fait, le Covid est toujours là. Et du coup, le taux réduit est prorogé d'une année jusqu'au 31 décembre 2022.
on ne va pas dire on verra l'an prochain. Non, ce serait bien. Mais bon. Alors là, il y a une série de mesures qui sont passées complètement inaperçues, qui n'ont même pas vraiment été relevées d'ailleurs par la communication du gouvernement. Et pourtant, le secteur agroalimentaire va bénéficier de tout un tas d'aménagements de la TVA et de baisses de TVA significatives. Oui, il y a effectivement une réforme d'ampleur qui était contenue dans la loi de finances par rapport à la TVA au taux réduit dans le secteur agroalimentaire. Alors, pour dresser un petit peu le tableau, on va partir de la situation actuelle qui était relativement complexe parce qu'en fait, les mesures de TVA étaient entrées en vigueur, c'était un peu un empilement. On n'arrivait pas toujours à bien voir la logique, mais depuis le 1er janvier 2022, on part en fait sur une nouvelle logique puisqu'il y a eu une réorganisation de l'ensemble de la TVA au niveau du secteur agroalimentaire. Alors, le taux de 5,5 va s'appliquer principalement aux produits destinés à la consommation humaine, que ces produits soient transformés ou non. On va avoir ensuite les produits destinés à la consommation animale qui vont être à 10%. Et on aura également le taux de 10% pour les produits destinés à être utilisés dans la production agricole et non destinés à l'alimentation animale. Bref, ça représente en fait une réforme importante sur ce secteur-là, avec d'une manière générale, à mon avis, une baisse de la TVA sur pas mal de produits de consommation courante, également une baisse pour ce qui est des produits pour la consommation animale. Donc c'est déjà en vigueur. On part en fait voilà, sur une nouvelle logique. D'accord. Il y a d'autres mesures pour la TVA à taux réduit, lesquelles ? Oui, il y a également en fait dans la loi de finances une extension du taux réduit pour les dispositifs médicaux innovants pour handicapés. En fait, ce taux existait déjà, mais en fait là, il est étendu en fait pour des produits, je dirais, récents. Les produits qui bénéficient du forfait innovation ou qui bénéficient de la prise en charge transitoire. Donc c'est une mesure de faveur pour accélérer en fait l'application du taux réduit sur des nouveaux appareillages. Et on a également l'extension du taux de 5,5% pour l'acquisition et l'amélioration de logements financés par un prêt locatif social lorsque les travaux consistent en fait à transformer en logements locatifs sociaux des locaux qui étaient à un usage autre que l'habitation. Donc entrée en vigueur déjà 1er janvier 2022. Alors, encore une mesure de simplification. En principe, qu'est-ce qui se passe avec la DEB ? La DEB est morte, vive les DEB. Puisque on aime bien faire le 2 en 1, ben là on fait du 1 en 2. C'est-à-dire que la DEB, anciennement DEB, dont je rappelle depuis le 1er janvier 2020, la production de la DEB est une condition indispensable pour bénéficier de l'exonération de TVA sur les importations et les exportations. Donc la DEB avait un double rôle. Elle avait à la fois un rôle de contrôle de la TVA avec un suivi des clients et un rôle statistique. Maintenant, ces deux rôles sont scindés avec, à partir du 1er janvier 2020, donc c'est déjà applicable, une première déclaration à faire sur le suivi des clients qui permet de faire le suivi des clients en matière de TVA et une deuxième déclaration à faire qui est, elle, d'ordre statistique. Je vous invite à écouter les réponses de la directrice régionale de la DGFiP sur cette question. La déclaration d'échange de biens va être supprimée au bénéfice d'une enquête statistique initiée par la douane et un état récapitulatif qui sera transmis à la DGFiP de manière automatique par la douane. Autre question à Madame Coulonja, celle qui concerne le transfert de compétences en matière de TVA de la douane aux services fiscaux. À compter du 1er janvier 2022, la TVA sur les importations sera déclarée sur la déclaration de TVA de l'entreprise. Donc c'est une simplification pour l'entreprise qui n'aura plus qu'un interlocuteur unique qui sera le service des impôts des entreprises et qui permettra de déclarer sa TVA directement sur sa déclaration de TVA mensuelle. Il n'y aura plus qu'une seule déclaration. En plus, la TVA sur les importations sera automatiquement pré-remplie
grâce au transfert des informations données par la douane, sera directement pré-remplie sur la déclaration de l'entreprise. Donc, ils n'auront pas besoin de la re-remplir. Un peu similaire à l'impôt sur le revenu, elle sera pré-remplie. Donc, c'est une simplification. Et les régimes suspensifs de TVA permettent à l'importateur de ne pas payer la TVA immédiatement au moment de l'importation, mais de reporter ce paiement de TVA au moment où la marchandise sera consommée. Et le transfert de la douane vers la DGFiP va être accompagné d'allègements de déclaration pour l'entreprise. Alors Franck, quelques commentaires sur ces nouveautés? Comme le disait Mme Collonja, autoliquidation désormais de la TVA sur les importations, alors qu'elle était précédemment versée entre les mains des douanes. Deux conditions sont à respecter. Tout d'abord, il faut être assujetti à un régime réel d'imposition. C'est-à-dire que les contribuables qui sont en régime réel simplifié ou en franchise en base ne peuvent pas bénéficier de ce système d'autoliquidation. Il faut être en mini-réel ou en réel normal pour bénéficier de ce régime. Ensuite, il faut disposer, et ça c'est logique, d'un numéro de TVA intracommunautaire, ce qui exclut de ce dispositif, bien sûr, les contribuables qui sont en franchise en base. Les contribuables qui ne sont pas établis dans l'Union européenne devront désigner un représentant fiscal pour accomplir ces formalités relatives à la TVA. Sur les représentants fiscaux, il y a de nouvelles exigences. Représentants fiscaux, effectivement, de nouvelles exigences instaurées par la loi de finances. Elles demandent que les représentants fiscaux, donc qui représentent, je le rappelle, des contribuables qui ne sont pas établis dans l'Union européenne, il faut que ces représentants fiscaux soient établis eux-mêmes en France et qu'ils présentent une moralité fiscale indiscutable. C'est mieux. C'est mieux. Moralité fiscale indiscutable qui se traduit par une absence d'infractions graves et répétées dans la déclaration et le paiement de leurs propres impôts et des moyens humains et financiers suffisants pour pouvoir remplir leur rôle de représentant fiscal. Je vous invite maintenant à passer au chapitre Covid, qui effectivement, comme l'a souligné tout à l'heure Corinne Elsass, est encore d'actualité. Première question, Franck, il y a les aides aux coûts fixes. Il y a effectivement un ensemble de dispositifs d'aide. Nous vous faisons un petit récapitulatif, un petit rappel avec 6 principaux dispositifs. Le premier dispositif, l'aide coût fixe rebond, concerne certaines entreprises des secteurs protégés qui ont été créés avant le 1er janvier 2019, qui ont subi une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires sur la période d'éligibilité, qui ont un EBE sur leur coût fixe négatif, c'est la condition principale, et qui ont réalisé au moins 5% du chiffre d'affaires éligible au cours du mois d'octobre. Quel est le montant de l'aide? Il est égal à 70% de l'EBE négatif. On inverse le signe, évidemment, puisque l'aide est positive, le BE est un négatif. Cette aide est plafonnée à 10 millions d'euros, 1,8 million pour l'aide nouvelle entreprise, et il vient diminuer du montant des autres aides déjà perçues. Elle est soumise à la signature d'une attestation par l'expert comptable validant les données chiffrées qui sont transmises à l'administration fiscale. Cette aide est à solliciter entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, ce qui fait que logiquement, lorsque vous regardez cette vidéo, il sera déjà trop tard. Alors par contre, il y a une aide au loyer, où là, ça va être possible. Là, c'est possible jusqu'au 28 février 2022. Donc oui, il faut quand même pas trop tarder non plus. Voilà. Cette aide est pour certains commerçants qui ont particulièrement souffert pendant la crise sanitaire, puisque leur activité est mentionnée à l'annexe 1 du décret qui a interdit l'accueil des gens au public. Ces entreprises doivent être créées avant le 31 janvier 2021, ne pas être en liquidation judiciaire au 1er janvier, au premier jour du mois au cours duquel l'aide est réclamée. Le montant de l'aide correspond au montant des loyers ou des redevances, déduction faite des aides de type fonds de solidarité, aide coût fixe, aide liée au surcroît d'activité. La période éligible se fait par mois, de février à mai 2021. Il n'y a pas de plafond et là aussi, elles sont soumises à la signature d'une attestation de l'expert comptable pour valider les données chiffrées qui sont transmises à l'administration. Alors, il y a plusieurs autres aides. Aide à la fermeture, pour commencer. L'aide à la fermeture pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, dont une partie de leur activité a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Ces entreprises créées avant le 1er janvier 2019 sont celles qui ont saturé le plafond des 10 millions de l'aide coût fixe. Donc,
Elles doivent avoir des activités éligibles, subir une perte de chiffre d'affaires, avoir un EBE coût fixe négatif, période d'éligibilité étant au 1er janvier au 31 août 2021. L'aide est égale à 70% de l'EBE négatif pour les périodes considérées, avec un plafond de 25 millions d'euros au niveau d'un ensemble ou d'un groupe. Elles sont également soumises à l'attestation d'un expert comptable et à réclamer également avant le 28 février 2022, comme pour l'aide précédente. L'aide au renfort. L'aide au renfort concerne cette fois-ci les entreprises créées avant le 31 janvier 2021. Donc ça prend en compte des entreprises plus récentes qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% pendant la période éligible et qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public en décembre 2021. Il n'y en a plus beaucoup. En résumé, c'est les salles de danse et les discothèques. La période éligible est le mois au titre duquel on fait la demande. Cette demande qui doit être faite entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022, l'aide étant égale au montant des charges moins les aides qui ont été perçues. Les charges concernées, comptablement, c'est tous les comptes 60 à 64. Alors, le fonds de solidarité et les aides au coût fixe, quelques précisions ? Il devait se terminer au 30 septembre 2021, sont maintenus encore du moins pour le fonds de solidarité en octobre 2021 dans les départements et territoires d'outre-mer, dont la demande doit être faite avant le 31 janvier 2022. Donc là, on va dire que c'est trop tard, mais on verra dans l'actualité tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait trop tard. C'est comme pour l'aide coût fixe, elle n'est pas reconduite, mais elle va quand même être reconduite et prolongée. Donc, puisque le fonds de solidarité est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021, mais un décret du 30 décembre 2021 le proroge de 3 mois jusqu'au 31 mars 2022, et la loi de finances donne la possibilité de le proroger jusqu'à 6 mois à condition de le proroger par décret. Donc pour l'instant, on a déjà un premier décret qui le prolonge jusqu'au 31 mars et on attend un deuxième décret qui pourrait très bien le proroger jusqu'au 30 juin, qui est la date limite actuelle. Le PGE, quant à lui, est prorogé de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2022. Ça, c'est la loi de finances qui nous le dit, avec des annonces gouvernementales qui viennent compléter la loi de finances, qui précise dans un premier temps que le différé de remboursement, avant de commencer à le rembourser, peut être prolongé d'1 an. Donc, ce qui amène à certaines entreprises qui ont eu entre 1 et 2 ans de différé de remboursement, à avoir ce différé qui passe à 2 ou 3 ans. Et deuxième annonce, c'est que la durée totale de remboursement du PGE peut être portée de 6 à 10 ans pour les petites entreprises qui ont des graves difficultés de trésorerie. Pour cela, la démarche à faire par ces entreprises est de contacter soit leur banquier, soit le médiateur du crédit auprès de la Banque de France. Troisième élément d'actualité, a été créé un fonds de solidarité des opérateurs de voyage et de séjour, profession qui a particulièrement souffert de la crise sanitaire. Ce fonds de garantie est opérationnel depuis le 1er janvier 2022. Pour l'instant, il est créé jusqu'au 31 décembre 2023, à voir si ça ne va pas être prolongé par après. On a 2 ans pour cela. Ce fonds garantit les opérateurs qui ont une assurance professionnelle, puisque le fonds va garantir 75% du coût du voyage, mais il ne va pas le garantir l'opérateur de voyage, il va garantir le garant, c'est-à-dire l'assurance professionnelle de l'opérateur de voyage. Enfin, une actualité toute récente qui découle de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, loi du 24 janvier 2022. Cette même loi prolonge la possibilité des aides Covid, d'appliquer les aides Covid jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui est à l'heure actuelle le 31 juillet 2022. Donc actualité à suivre pour voir les éventuelles prolongations qui pourraient être décidées. Alors à propos de l'ensemble de ces mesures concernant le Covid, nous avons rencontré Christian Berthold. Je vous invite à écouter ses réponses. Malheureusement, cette crise sanitaire s'éternise et forcément les aides Covid également. Alors il faut quand même dire que ces aides Covid sont très diverses, des dispositifs très nombreux et donc forcément compliqués, qui s'adressent à des publics très variés. Aujourd'hui, je crois que c'est un sujet qu'il faut suivre au jour le jour. La reconduction des mesures, l'arrêt de certaines autres, c'est particulièrement complexe et je crois pouvoir dire que notre profession a été très impliquée dès le départ dans la mise en œuvre et dans l'accompagnement des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Et au passage, je remercie quand même les pouvoirs publics parce que
on peut être d'accord ou pas d'accord, n'empêche que les mesures ont été efficaces et que si l'économie tourne encore aujourd'hui, c'est quand même grâce à toutes ces aides. Mais j'invite en tout cas à beaucoup de prudence les professionnels et à se tenir au courant au jour le jour des différentes évolutions. Nous changeons de chapitre et nous intéressons maintenant aux mesures sociales, toute une série de mesures. Corinne, on va démarrer avec l'exonération des pourboires. Oui, effectivement, la loi de finances a prévu une exonération des pourboires versés en 2022 et en 2023. Donc le principe, c'était que les pourboires sont imposables, sauf, je dirais, le petit pourboire versé de la main à la main. Là, en fait, l'exonération est beaucoup plus large, puisqu'en fait, elle vise les pourboires versés aux salariés en contact avec la clientèle, que le pourboire soit versé directement par le client ou par l'intermédiaire de l'employeur, et quel que soit le mode de versement. Donc pas seulement le petit versement en espèces, mais également les pourboires versés, par exemple dans le cadre d'un paiement par carte bancaire, lorsque on dit arrondissez la note, voilà. C'est donc exonération sur les 2 années, à condition toutefois que la rémunération des bénéficiaires n'excède pas 1,6 fois le SMIC. Mais cependant, l'exonération est aussi bien fiscale que sociale. Mais un petit bémol, on a beau exonérer, les pourboires sont perçus et on va les décompter, disons, ils vont compter dans le cadre du revenu fiscal de référence. Alors la deuxième mesure, encore une exonération de contribution formation professionnelle, cette fois-ci pour les médecins remplaçants et les étudiants en médecine. Oui, c'est une mesure d'exonération qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Pas grand-chose à ajouter, ça concerne les médecins remplaçants, les étudiants en médecine, donc contribution, formation professionnelle pour ces catégories-là. Alors il y a également l'affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne vaccinale, c'était quand même le grand flou. On commence à y voir un peu plus clair, même si tout n'est pas réglé. Oui, à partir du moment où les centres de vaccination ont commencé à fonctionner, à peu près février-mars 2021, il a fallu du personnel qualifié pour les faire fonctionner. Et donc, les professionnels de santé étant déjà relativement sur le pont, compte tenu de l'épidémie Covid, ces centres de vaccination ont parfois fait appel à d'autres personnes, par exemple des médecins salariés, des médecins retraités, des étudiants en médecine, afin de couvrir en fait les périodes d'ouverture de ces centres. Ces personnes ont bien entendu été rémunérées au titre de ces services qu'elles fournissaient. Cette rémunération était généralement versée par un organisme local d'assurance maladie. Ensuite, s'est posée la question du régime fiscal et social de ces rémunérations, puisqu'en fait, dans un premier temps, on a fait fonctionner les centres en se disant on se posera les questions juridiques et fiscales plus tard. Mais à un moment donné, il a bien fallu s'y intéresser. Et donc, en fait, le régime en fait, dépend de la nature des personnes. Si les personnes, en fait, ont déjà un statut de travailleur indépendant, par exemple médecin en activité, infirmier en activité, les rémunérations rentrent en fait dans leur BNC. Ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Là où c'était un petit peu plus compliqué, c'est lorsque les personnes n'avaient pas un statut de travailleur indépendant. Exemple, les médecins retraités ou les étudiants en médecine, pour prendre ces 2 catégories-là. La loi de financement de la sécurité sociale a indiqué qu'ils allaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, donc régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès et retraite complémentaire des professionnels et auxiliaires médicaux conventionnés. Les cotisations et contributions sont assises, sont perçues en fait au taux du versement forfaitaire libératoire des médecins et étudiants en médecine qui ont opté pour le régime simplifié. Donc pour eux, c'est clair. Et les autres personnes vont être affiliées au régime général dans les conditions applicables aux salariés, avec des cotisations assises sur une rémunération diminuée d'un abattement, et cet abattement reste à fixer par décret. Donc entrée en vigueur, rémunération perçue à compter du 1er janvier 2021, puisqu'il faut régler tout ce qui s'est passé durant l'année 2021. Alors une autre nouveauté, c'est la création d'un nouveau contrat, le contrat d'engagement jeune.
Pour favoriser leur insertion professionnelle. Voilà, c'est une mesure qui entre en vigueur au 1er mars 2022. C'est en fait un nouveau dispositif en 3 volets. Ça vise les personnes entre 16 et 25 ans qui ont des difficultés durables d'accès à l'emploi, qui ne sont ni étudiantes ni en formation. L'objectif, en fait, c'est de leur faire un accompagnement intensif. Il est question de 15-20 heures mensuelles. Ils seront également accompagnés d'un référent unique jusqu'à ce qu'ils puissent être durablement insérés. Il y aura également une allocation pour les jeunes qui ne sont plus soutenus par leurs parents. Tout ça aura des contreparties. Le jeune devra s'engager, un engagement d'assiduité, de motivation. Cependant, les conditions de l'engagement seront fixées dans un décret à paraître. Donc pour le moment, on n'en sait pas plus sur les contreparties que le jeune devra fournir. Sur ce chapitre-là, 5e et dernière mesure, l'indemnité inflation pour les indépendants. Alors l'indemnité inflation, c'est cette indemnité de 100 € qui a été créée fin 2021 pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Elle était éligible aussi bien les salariés que les indépendants. Là, en fait, on s'intéresse au volet indépendant. Tout simplement par rapport aux modalités de versement. Donc, pour les indépendants y ayant droit, c'est-à-dire ceux qui avaient globalement un revenu mensuel moyen inférieur à 2 000 € net par mois en 2020. Tout dépend en fait si l'URSSAF disposait déjà des coordonnées bancaires du travailleur indépendant ou pas. Si l'URSSAF avait déjà les coordonnées bancaires, en principe, cette indemnité a déjà été versée entre le 16 et le 23 décembre. Par contre, si l'URSSAF n'avait pas encore les coordonnées bancaires, normalement l'URSSAF a pris contact avec les indépendants à partir de début janvier afin que cette indemnité puisse leur être versée à partir de début février 2022. Donc pour les personnes qui sont dans cette situation, dont l'URSSAF n'a pas les coordonnées bancaires, si vous n'avez pas encore été contacté, veillez à l'être afin de pouvoir bénéficier de cette indemnité. Nous passons maintenant aux mesures applicables au secteur agricole. Quatre mesures à citer. La première, le report d'imposition en cas de restructuration de sociétés civiles agricoles. Corinne. Effectivement, on étend aux sociétés civiles agricoles une disposition qui existe pour les sociétés civiles professionnelles, donc dans les activités libérales. Donc, sociétés civiles agricoles, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ce sont en fait les sociétés civiles dont les bénéfices sont exclusivement imposés sous le régime des bénéfices agricoles. Exemple, les EARL, les GAEC, les sociétés civiles d'exploitation agricole, les groupements fonciers agricoles. Toutes ces structures sont visées. Donc en fait, le régime de l'article 151 octies A, qui est prévu pour les SCP, est étendu aux sociétés civiles agricoles, ce qui fait que dorénavant, les associés d'une société civile agricole vont pouvoir bénéficier d'un report d'imposition des plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables dès lors qu'il y a une opération en fait de fusion d'apport partiel ou d'actifs ou de scission au profit d'une autre société civile agricole. C'est une mesure d'ores et déjà entrée en vigueur. Alors la deuxième mesure, c'est la prorogation du crédit d'impôt agriculture biologique. Oui, prorogation et augmentation. Son montant est porté de 3 500 à 4 500 €. Son plafonnement avec les autres aides à la conversion est revalorisé de 4 000 à 5 000 €. Mais ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023 avec une prorogation jusqu'en 2025. Du moins, c'est l'état actuel de la législation. Autre crédit d'impôt qui est également prorogé, c'est pour le remplacement de l'exploitant agricole. Oui, là en fait on parle des exploitants agricoles dont la présence quotidienne est nécessaire dans leur exploitation. Un crédit d'impôt avait été créé afin de pouvoir entre guillemets, leur permettre de prendre des vacances. Et ce crédit d'impôt, en fait, était égal à 50% des dépenses de personnel qu'ils engageaient afin de pouvoir s'absenter de leur exploitation agricole, avec un plafonnement à 14 jours par an de remplacement. La loi de finances pour 2022, en fait, a retouché ce dispositif sur plusieurs points. D'une part, le crédit d'impôt est porté à 60% lorsque des dépenses sont engagées pour remplacer un agriculteur
absent pour cause de maladie ou d'accident du travail. C'est une nouveauté, ça. C'est une nouveauté, effectivement, et en plus, crédit d'impôt majoré dans ce cadre-là. Le taux reste à 50% pour le remplacement de l'agriculteur qui est en congé. Ça reste identique. Ces nouvelles mesures, en fait, s'appliquent à partir du 1er janvier 2022, donc pour les dépenses faites à partir du 1er janvier 2022. Et le dispositif est prorogé jusqu'en 2024 pour fixer les idées. Le coût d'une journée de remplacement, on arrive à peu près à 80 € par jour. La quatrième et dernière mesure, c'est le report à 2023 de la déclaration fusionnée. Oui, alors les agriculteurs devaient être concernés, comme tous les professionnels indépendants, par la fusion des déclarations fiscales et sociales en matière de déclaration de revenus d'activité. Cette mesure, en fait, avait déjà été votée par la loi de financement de sécurité sociale pour 2021. Elle est entrée en vigueur déjà pour les professionnels indépendants dans les domaines BIC, BNC. Elle devait entrer en vigueur cette année pour les agriculteurs, mais en fait, son entrée en vigueur est repoussée d'1 an. Donc, au mois de mai-juin, on va faire 2 déclarations comme on l'a toujours fait les années précédentes. Et en fait, c'est l'année prochaine, en 2023, qu'en principe, il y aura la déclaration fusionnée sur les revenus de 2022. Merci à nos spécialistes pour leurs éclairages. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre attention. Je vous invite évidemment à vous reporter sur les sites internet des organisateurs de cette conférence télévisuelle Loi de finances 2022, autrement dit les experts comptables, les centres de gestion agréés ainsi que les notaires. Vous y trouverez les 4 émissions de télé consacrées aux particuliers, aux entreprises, au nouveau statut des indépendants ainsi qu'aux relations avec l'administration fiscale, ainsi qu'évidemment l'ensemble de la documentation qui a été réunie par les organisateurs pour constituer le corps de ces conférences. Merci, bonne fin de journée.